L'enjeu donc de ces 3 jours, c'est à la fois de mobiliser, de présenter ce que l'on fait et de dire pourquoi on le fait. Et maintenant, les 50 prochaines minutes vont être consacrées à présenter pourquoi on fait ça et qu'est-ce que l'on peut faire en matière de lutte contre le changement climatique. Donc Hervé Le Treut va présenter la prospective Acclimatera pendant à peu près 40 minutes, où je pense rien vous dévoiler en disant qu'il va à la fois nous dire comment il faut s'adapter, parce qu'il va falloir s'adapter, que va-t-il se passer, et puis que peut-on faire pour qu'il se passe moins que ce que l'on peut craindre, en tout cas au bout des 20 prochaines années. Donc on aura d'abord Hervé Le Treut pendant 40 minutes, puis Mathilde Chaussecourte pour l'institution Adour, qui viendra nous présenter le plan Adour 2050, une réflexion, donc, comme je vous l'ai dit, à l'échelle du bassin de l'Adour, sur comment, en matière de gestion des eaux, on peut se positionner par rapport au changement climatique. Voilà, et puis ensuite, je rappellerai tout le monde à la table, sur la scène, pour un débat avec le public qui durera le temps que dureront les questions. Moi, je voudrais dire simplement un mot de correction. Comme j'insiste pour qu'on prononce mon nom comme il faut, alors il faut que je dise que Hervé s'appelle Le Treut et pas Le Tertre, comme je l'ai dit, confondant avec d'autres amis. Donc la parole est au professeur Hervé Le Treut. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais essayer de présenter ce projet Acclimatera. Donc il y a un titre ici qui dit « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires ». Donc je pense que c'est une dimension du problème qui est devenue progressivement inévitable, c'est-à-dire que les changements eux-mêmes sont inévitables. C'est ce que je vais commencer par essayer de décrire. Donc il y aura peut-être trois temps dans mon exposé. D'abord, je vais essayer de montrer que effectivement, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va être difficile à empêcher aujourd'hui, en tout cas empêcher autant qu'on le voudrait, que donc il y a une part d'adaptation à cette part inévitable des changements, et puis on essaiera de voir comment on peut essayer de donner une image à cela dans le domaine territorial, l'intérêt d'une démarche territoriale, puis on conclura sur peut-être la manière dont on veut organiser ce projet Climatera dans le futur, quelle extension on veut lui donner, un projet un petit peu particulier dont on aimerait qu'il puisse vivre longtemps, et j'en parlerai à la fin. Alors, la première chose, je voudrais quand même dire un tout petit peu plus d'où je viens. Je suis plutôt un physicien, et j'ai travaillé essentiellement à Paris, dans ma vie professionnelle. Donc, je suis professeur à Sorbonne Université, à l'école polytechnique, et je dirige en fait un réseau de laboratoires en région parisienne qui travaille plutôt sur le climat global de la planète. Et dans ce que je vais faire en première partie, il y aura plutôt de mon expérience en tant que scientifique sur comment le climat change à l'échelle globale et pourquoi est-ce que ça va s'imposer comme quelque chose d'inévitable au niveau local. Donc ça va être le début. Et puis du climat global au climat local, c'est pour moi un petit peu passer de mon activité parisienne à une activité aquitaine, c'est ma région d'origine, qui, outre le plaisir de revenir entre guillemets chez moi plus fréquemment, me permet a permis de voir une dimension du problème qui est très différente. Quand on regarde les choses depuis les territoires, comme on dit maintenant, on a une vision de la manière de s'y prendre, de la manière de se poser les questions qui est très différente. Voilà. Alors je reviendrai sur les conditions dans lesquelles on a développé ce projet. Alors, quelques éléments sur le changement climatique et ce qui fait qu'il a un côté un peu inévitable aujourd'hui. Vous avez ici, je vais essayer de le résumer en 4 ou 5 slides ou diapositives, je ne sais pas quel est le bon mot maintenant pour dire cela, maintenant que c'est dématérialisé. Donc vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en l'occurrence, liées à la consommation du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Donc c'est limité à un certain nombre de gaz à effet de serre, et c'est limité pour ces gaz à effet de serre à une source unique, qui sont les combustibles fossiles. Et c'est un diagramme qui est en 2 parties, parce que je me suis amusé un jour à faire ce petit découpage avec à gauche un schéma qui vient d'un livre qu'on avait écrit avec Jean-Marc Jancovici il y a déjà quelques années,
Et à droite, bien, la manière dont ça a continué depuis. Et ce que l'on voit ici, c'est effectivement, pardon, alors ça va commencer, là je suis toujours maladroit avec ces objets. Donc vous avez ici un point sur lequel je veux toujours insister, le début des émissions, le moment où on a vraiment commencé à changer les choses, c'est les années 50. Ce n'est pas quelque chose de très ancien, c'est quelque chose des années 50. Les conséquences visibles du changement climatique, c'est après. C'est après ces années 50, on commence à voir des effets que l'on verra du changement climatique sur le monde réel. On n'est pas face à un problème ancien qu'on ressasse depuis un siècle, on est face à un problème nouveau dont le diagnostic scientifique s'est établi progressivement. Moi, j'ai commencé à rentrer dans mon laboratoire en 78, on parlait très peu de réchauffement climatique. Le moment où se sont faits les sciences vraiment sur lesquelles on repose, les premiers modèles, c'est les années 70, fin des années 70. On commençait à prendre conscience de ces enjeux-là à ce moment-là. Le sommet de la Terre de Rio est venu très vite après cela, et ce que l'on voit, c'est que malgré cela, on a une continuation des émissions de gaz à effet de serre qui est très largement le résultat des pays du sud-est asiatique. Alors je pense que j'ai enlevé ce diagramme pour gagner un petit peu de temps. Donc, ça marche, voilà. Mais on a une augmentation qui se fait aujourd'hui très largement parce que tous les pays de la planète veulent adopter le mode de vie des pays occidentaux. Alors ça, c'est un deuxième diagramme qui est lié, qui vient d'un Global Carbon Project, qui d'ailleurs faisait sa présentation des chiffres rénovés cette journée chez nous. Et ce que vous voyez là, c'est sur les années 70 à 2014, le mix énergétique qui a été celui à l'échelle globale. Donc vous voyez, en marron, c'est le charbon, en bleu, c'est le pétrole, en bleu foncé, c'est le pétrole, en bleu clair, c'est le gaz naturel, en jaune, vous avez le nucléaire, en violet, vous avez l'hydroélectricité, en vert, vous avez un mix de beaucoup de choses qui sont liées au sol. Il peut y avoir de la déforestation, comme il peut y avoir des biocarburants, et vous avez et puis aussi beaucoup de bois de chauffage direct, dans des pays où on n'est pas encore du bois comme un combustible. Et puis tout en haut, vous avez un petit liseré gris, c'est aujourd'hui la part de l'éolien et du solaire dans l'énergie. Alors quand on écoute ce que dit le dernier rapport du GIEC, qui dit que si on veut rester sous un réchauffement de 1,5 degré, il faut amener les émissions de gaz à effet de serre à 0 en 2050. Ça veut dire qu'il nous reste, si on suit cette idée-là de manière stricte, 32 ans pour réussir à transformer tout ça en quelque chose qui va tirer parti de ce qui est le plus acceptable dans les solutions qui sont là. Sachant que l'acceptabilité peut être de différents types. On connaît les problèmes liés au nucléaire. Quand on parle d'hydroélectricité, comme quand on parle de biocarburants, l'élément qui fait conflit, c'est souvent l'espace. L'espace, parce que l'hydroélectricité, ça se développe au détriment souvent des populations, et tout ce qui est biocarburant, ça se développe en concurrence avec l'agriculture et en concurrence avec le maintien de la biodiversité. Donc en fait, tout a augmenté sur cette planète depuis quelques années, la population globale, l'usage de l'énergie. Ce qui n'augmente pas vraiment beaucoup, c'est les surfaces agricoles, et donc les surfaces tout court, qu'on peut utiliser pour différentes solutions directes. Donc ce qui est remarquable, c'est que si on voit ce schéma, c'est qu'en fait sur 40 ans, entre 1971 et 2014, le mix énergétique pratiquement n'a pas changé. Donc en fait, le développement qui s'est fait est un développement qui s'est fait grosso modo à technologie à peu près égale, même s'il y a des évolutions qui commencent à faire jour. Et on a montré tous les exemples là qui se développent à Pau. Et je pense que si Pau peut devenir un exemple de ce domaine, c'est une excellente chose. Mais pour le moment, globalement, on n'y est pas. Et alors, j'ai dit quelques transparents. Un autre transparent qui va montrer un petit peu où on en est, c'est la température globale de la planète. Donc vous voyez, la température globale de la planète, j'ai dit les émissions commencent en 1950.
en 1960, on commence à voir les signes d'un réchauffement. Alors, on sait à peu près expliquer ça. On émet à la fois des particules. Alors, les particules, c'est la pollution. On confond souvent la pollution avec les gaz à effet de serre. Pollution, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui a une capacité chimique importante. Ça ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Et pour l'essentiel, ça a plutôt tendance à refroidir le système climatique. Donc, on voit l'effet ici de la pollution, mais comme ça ne reste pas longtemps, ça ne se stocke pas dans l'atmosphère, alors que les gaz à effet de serre, c'est tout le contraire. C'est des gaz qui sont relativement transparents, inoffensifs, par ailleurs, mais qui se stockent durablement et qui empêchent la planète de se refroidir. Et on voit le réchauffement qui est en conséquence ici. Alors, il y a des allers-retours parce qu'il y a des fluctuations naturelles, mais globalement, depuis les années 60, on a un réchauffement qui maintenant fait preuve. On peut dire qu'il fait preuve, le réchauffement est à l'œuvre. Alors, il faut faire attention quand on dit ça. Les gens disent, ah ben, le réchauffement climatique, il est déjà là. Et je vais montrer ce diagramme avant. Quand vous regardez les choses, ce que vous voyez, c'est que, effectivement, le réchauffement climatique, il est là, mais nous, on est là. Et ce qui se passe ensuite, en fonction des scénarios, que je ne vais pas détailler, que l'on peut suivre, en fonction des modèles, c'est des choses qui vont nous amener de 2 à 5 degrés et qui, dans les prochaines décennies, vont nous amener aussi à des températures. Là, on est à 1 degré à peu près. On voit que si on continue, là, on va aller très vite vers les 2 degrés. Et c'est des choses qui, pour une première phase, pour les 20-30 années qui viennent, est déjà écrite. C'est-à-dire que la marque du réchauffement, c'est que c'est un réchauffement qui se fait en lien avec les émissions passées. Alors, je dis que les gaz à effet de serre étaient très stables, ils restent longtemps dans l'atmosphère, le CO2 reste 100 ans. Alors, c'est une image un peu simple, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais disons qu'il y a une partie du CO2 qui reste dans l'atmosphère, et la moitié de cette partie est toujours là après 100 ans, et j'ai pris l'habitude d'interpeller souvent sur ce chiffre de 100 ans, disons que tous les gens qui ont moins de 100 ans dans la salle, et souvent il y en a beaucoup, ça veut dire que ce qui a été mis dans l'atmosphère le jour de leur naissance, il y a plus de la moitié qui est toujours en train d'agir sur le système climatique. Donc on est dans un domaine où il n'y a pas d'aller en arrière facile. On ne sait pas aller chercher, on ne fait pas les efforts d'ailleurs pour ça, le CO2 dans l'atmosphère, et donc on est confronté à ce réchauffement. Alors ça, ce sont des images globales. Ce que je voulais montrer, c'est aussi le fait que, quand je reviens en arrière, ça ce sont 2 images alors que j'ai collé avec des manipulations qui sont peut-être pas tout à fait jolies. Donc, mais en fait, en haut, vous avez un diagramme qui représente une simulation faite par notre modèle d'un climat où, en gros, on se serait réchauffé de 2 degrés. À peu près. Et puis, ici, vous avez un diagramme. Donc, il n'y a aucune donnée observée là-dedans. Il n'y a aucune donnée. C'est que les lois de la physique, c'est que ce que notre modèle calcule en termes de conséquences du réchauffement. C'est un modèle qui fait 10 millions de lignes de calcul. Maintenant, j'ai dit souvent 1 million, mais on m'a dit que non, maintenant, ça va changer au fil du temps. Et donc, c'est quelque chose de très lourd qui fait des calculs physiques. Regardez quand même la manière dont il dessine ce que peut être le climat futur et la manière dont on l'observe. Ça, c'est des observations du réchauffement. On a quelque chose quand même qui montre que les outils dont on dispose sont des outils relativement fiables pour essayer de définir le climat futur. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de prêter attention à ce que dit le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, qui s'est focalisé sur est-ce qu'il faudrait essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel ou à se contenter de 2 degrés. C'est un rapport qui a des projets, des conclusions intéressantes. La première, c'est qu'un demi-degré, ça compte beaucoup, ça fait des différences importantes. Puis l'autre, c'est qu'un demi-degré, on n'y arrivera pas, et 1 degré, probablement pas non plus, parce qu'on a déjà émis trop de gaz à effet de serre, qui partiront pas, qui sont là, et qui vont agir dans les années qui viennent. Alors, ça, c'est une réalité. Je pense qu'on y est confronté, on ne peut pas la changer fortement, et elle a une conséquence très forte, c'est qu'il faut essayer de protéger nos territoires, de voir comment ils peuvent s'adapter au changement climatique. Et puis, bien sûr, en même temps, il faut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce que je montrerai à la fin, c'est que c'est 2 choses qui sont très cohérentes l'une avec l'autre, et c'est d'ailleurs aussi ce que dit
le dernier rapport du GIEC. Alors, quand même, ce que j'essaie de faire toujours quand je montre ça, c'est de... Ah, je ne sais pas pourquoi comme ça. Oui, voilà. Il y a une autre manière de voir les choses qui a été mise en avant dans les derniers rapports du GIEC. On peut calculer en fait ce à quoi on a droit. C'est une autre manière. Alors j'ai laissé le slide. Je vais le dire rapidement parce que je pense que le temps est un tout petit peu compté. Mais ce que vous voyez ici, c'est en gros, puisque les gaz à effet de serre se cumulent, alors là, il n'y a pas que le CO2, il y a tous les gaz à effet de serre cumulés sur une période très longue, on a droit à ça, si on veut rester sous les 2 degrés. Bon, ça, je ne vais pas détailler les unités. Ce qu'on a déjà émis, c'est ça, et ce qui reste à émettre, c'est ça. Et ça, si on essaie de le partager sur les prochaines années, c'est quelque chose comme une vingtaine d'années. Donc, en 20 années des émissions actuelles, on ne peut pas rester sous les 2 degrés, et en fait, il faut moins que ça, il faut moins que ça pour rester sous les 1,5 degrés. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être arrivé à zéro émission dans les 30 années qui viennent. Donc on est confronté à des choses qui, on peut le dire, je pense, sont des choses qui sont quand même très largement difficiles à imaginer. Zéro émission dans 30 ans, ça veut dire plus de voitures, plus d'avions à l'échelle de la planète. On peut dire que c'est, dans le rapport du GIEC, on dit que c'est géophysiquement possible. Voilà. Maintenant, sociologiquement, politiquement, enfin, je pense qu'on est dans des choses qui sont aujourd'hui sorties de l'épure. On ne peut plus dire ce qu'on disait il y a quelques années. On est dans quelque chose qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, voilà. Donc, en fait, l'adaptation au changement climatique, elle est inévitable et elle est aussi insuffisante, mais elle est nécessaire. Alors, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Alors, je vais sauter ce transparent. Il y a une des choses qui, quand on passe du domaine de l'alerte à l'action, une des choses importantes, c'est toujours la complexité des situations auxquelles on est confronté. Cette complexité des situations auxquelles on est confronté, elle tient à la variété des actions qu'on peut avoir sur le climat. On résume ça au CO2. En fait, il y a beaucoup d'actions possibles sur le système climatique. Et si on veut vraiment avoir des actions qui soient justes, qui soient partageables, qui soient partagées, il faut rentrer dans cette complexité. Mais je ne vais pas le faire ce soir. Il y a un autre point que je voulais mettre en avant de rentrer dans ce qu'est Climatera, c'est le fait que le changement climatique, il y a toujours eu une mauvaise presse en fait pour l'adaptation au changement climatique. C'est vu comme une forme de repli sur son précaré, et puis on s'adapte, et puis le monde autour peut s'écrouler. Alors, on verra que ce n'est pas comme ça. D'abord, on n'est pas autonome par rapport au monde extérieur quand on agit dans le domaine des territoires. Et puis, une grande partie de ce qu'on fait peut être systémique et porteur de solutions qui sont généralisables ailleurs. Mais c'est très important d'être dans cette perspective. Alors, je montre toujours un transparent qui rappelle que les enjeux sont différents selon les différentes parties du monde. Quand on voit l'Afrique ici, vous voyez que les besoins en alimentation d'ici 2050 sont 5 fois ceux de 2000, ça c'est la FAO. On est aussi dans des régions du globe qui sont des régions les plus vulnérables en termes d'impact du changement climatique. Et donc il faut effectivement faire cette adaptation dans une perspective qui est partagée avec un domaine plus large. Voilà, donc ayant dit tout cela, on en vient à ce comité scientifique régional. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire et quelles sont les conclusions principales que l'on a obtenues? Alors, l'ambition, c'était de regarder le territoire comme un espace qui est un espace qui nous intéresse parce que c'est un espace de décision. Il y a beaucoup de décisions, en fait, qui sont des décisions qui seront face à nous. On a, je l'ai dit, un espace physique qui est limité. Sur cet espace physique, on va devoir organiser l'alimentation, la biodiversité, maintien de la biodiversité, les activités qui vont permettre peut-être de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, les territoires, on a des décisions directes qu'on doit prendre dans ces domaines-là, on le verra un petit peu. Maintenant, les territoires, comme on l'a dit, sont soumis à des choses qui viennent d'ailleurs, qui viennent du climat global, donc il n'y a pas toutes les décisions en main. Donc c'est un lieu un peu particulier et qui n'est pas autonome, mais qui permet quand même de faire beaucoup de choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde le territoire néo-aquitain? Alors, on voit d'abord un réchauffement qui, en gros, est celui de l'Europe de l'Ouest. Alors là, c'est le réchauffement observé au cours des 40 dernières années aussi, un peu plus, 50, 55 dernières années.
on voit un réchauffement qui là aussi ne souffre aucune ambiguïté, même si chaque année on a une forme différente de manifestation, mais globalement les choses sont très claires. Les choses sont beaucoup moins claires quand on essaie de regarder tout ce qui est lié à l'eau. Et j'ai sauté la slide pour cela, donc je reste ici et je vais la commenter. Les précipitations sont beaucoup plus aléatoires et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une signature de ce qui s'y passe. Et là aussi, je reparlerai de l'eau un peu plus tard, mais autant on a un signal clair sur le réchauffement, autant sur tout ce qui est lié à l'eau, on a une complexité. En fait, on a plusieurs futurs possibles par rapport à l'eau et les évolutions liées à l'eau sont plus complexes. Mais néanmoins, le réchauffement tout seul, il a des conséquences très claires. Par exemple, sur la sécheresse agricole, on a des sécheresses agricoles plus fréquentes. Vous voyez le même référentiel, c'est aussi des données de Météo France. Ces sécheresses agricoles, elles sont liées, par exemple, en grande partie, à l'évaporation de l'eau. Vous êtes sur des terrains qui sont plus chauffés, et une sécheresse, c'est quand il y a moins d'eau qui tombe, mais c'est aussi quand il y a plus d'eau qui s'évapore. Et donc, c'est ce qui se produit maintenant de manière claire depuis à peu près le même moment où les températures ont augmenté. Donc, on voit qu'on est soumis à des choses qui nous sont imposées de l'extérieur par les changements globaux de la planète. Dans les changements globaux de la planète, il y en a d'autres qui ont aussi une conséquence directe. Alors, je n'ai pas là choisi tout à fait le bon transparent parce que je voulais montrer que les zones arctiques évoluent très vite. Donc, de fait, dans les zones arctiques, la fonte de la banquise fait qu'aujourd'hui, en fin d'été, il y a la surface couverte par la banquise, donc la banquise pérenne, c'est la moitié de ce qu'elle était il y a 60 ans. Cette banquise ne change pas le niveau de la mer. Ce qui change le niveau de la mer, c'est la fonte des grands glaciers qui sont sur les continents, comme le Groenland ou l'Antarctique, et aussi dans les montagnes. Puis c'est la dilatation de l'eau. On a aussi une conséquence directe qui est le relèvement du niveau de la mer de 50 cm à 1 mètre selon les projections très consensuelles qui ont été celles du GIEC dans son dernier rapport. On sait que ça peut être éventuellement plus. Donc ça, c'est des conséquences directes auxquelles on va devoir se confronter. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile pour certains paramètres? J'ai parlé de l'eau, j'ai parlé des circulations atmosphériques. C'est parce qu'en fait, il existe dans nos régions plusieurs modes de circulation atmosphérique. Et là aussi, c'est un transparent qui, si on veut le commenter tranquillement, prend une petite dizaine de minutes. Je ne vais peut-être pas les prendre maintenant pour qu'on ait un temps de discussion suffisant à la fin. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a, si on prend la position des anticyclones, des dépressions, 4 modes préférentiels. Et ces modes préférentiels peuvent être associés plutôt à des régimes de sécheresse, plutôt à des régimes d'humidité. Et si le réchauffement, ou si les phases de réchauffement, ou si les phases de canicule sont associées avec l'un ou l'autre de ces régimes, on peut avoir sur le même territoire des sécheresses, des inondations. On peut aussi avoir, on le voit ici un tout petit peu dans ce dernier, on voit ici, ça c'est le temps passé dans les différents modes. Donc dans ce mode-là, qui est un mode où l'anticyclone des Açores est relativement faible, la dépression d'Islande plus forte, dans ce mode-là, on a effectivement une zone de température très chaude, une zone de sécheresse, et on sent que c'est un mode qui progresse, peut-être, et donc qui rend des choses. Mais vous voyez que si on cherche une évolution, on doit la chercher de manière beaucoup plus complexe que dans les températures. Voilà. Alors, ce que l'on a fait, c'est d'essayer, à partir de ces impositions globales, d'essayer de regarder toutes les vulnérabilités du territoire dans des domaines extrêmement variés. Et donc, de ce point de vue-là, les territoires sont à la fois des liens qui vont permettre on verra, de faire le lien aussi avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des lieux de démonstration. Puis j'essaierai de le dire à la fin, aussi une opportunité ou une école par rapport à la manière dont on peut se situer sur ces problèmes climatiques. Alors, comment est-ce qu'on est organisé? À Climatera, il y a un bureau de 5 membres qui se réunit au moins tous les mois, souvent un peu plus. Il y a un comité scientifique d'une 20aine de personnes, alors qui a été choisi avec le réseau des présidents d'université, donc toutes les universités de
la grande région actuellement. Donc il y a 21 membres qui touchent des domaines très, très variés. Et puis ensuite, il y a des contributeurs qui ont permis au travail de se faire. Et le calcul précis, c'est 370 contributeurs. Si on regarde les 2 rapports qu'on a pu faire, un rapport il y a 5 ans, 2013, et puis le rapport qu'on a remis cette année à la région en 2018. Donc c'est un travail assez lourd, c'est un travail qu'on on a voté pour être bénévole à quelques permanents près. Et donc c'est un travail qu'on essaie de mener auprès de la région, mais en indépendance complète avec la région. C'est une des raisons de ce bénévolat. Et c'est aussi quelque chose qui a été très clair. La région nous a aidés, mais la région n'a pas touché à un mot de nos rapports. On a une indépendance absolument complète par rapport à cela. On est resté sans aucun... Par contre, on a présenté nos résultats. L'idée, c'est de faire une science qui soit au plus près de la décision. Donc, la présenter aux élus, la présenter aux différents panels, aux différentes structures de la région. Vous avez des noms qu'on a appris, les SCOT, les STRADET, vous avez des choses qu'on connaissait mieux, les parcs naturels. Voilà. On a essayé de présenter les résultats que je vais vous évoquer ensuite dans tous ces domaines-là. Voilà les 2 rapports, ils sont ce qu'ils sont. On a un tout petit rapport que j'ai laissé dans mon sac en dessous, qui permet de se présenter de manière plus rapide, avec des résumés en fait de chaque chapitre et de tout ce qui est dans le grand rapport. Alors comment ça fonctionne? D'abord, voilà, les auteurs, ils sont très nombreux. Je voulais montrer ce que ça faisait pour le premier rapport, 150, 400. Alors le chiffre que je donnais tout là, à peu près 400, ça fait beaucoup plus encore. Donc on est très content de ce réseau qui permet aussi de propager l'information sur qui est celle du rapport à Climatera. Alors il y a plusieurs conséquences très générales. D'abord, le changement régional, c'est toujours un changement qui correspond à un système complexe. J'ai essayé de suivre ici le cycle de l'eau, par exemple. Alors c'était fait avec Denis Salle il y a longtemps. Vous voyez, l'eau, elle vient en partie des montagnes, et l'enneigement est différent. L'enneigement est plus précoce, généralement, maintenant. S'il est plus précoce, l'eau arrive plus tôt dans les rivières. Et les rivières, par ailleurs, s'évaporent plus fortement en été. Les étiages sont plus prononcés. Donc, si les étiages sont plus prononcés, on a une biodiversité différente qui va se faire en été, qui peut être éventuellement porteuse d'insectes non désirés, porteurs de maladies, vecteurs de maladies. On peut avoir aussi une conséquence de cette hydrologie qu'on voit sur les systèmes de rivières ou d'estuaires. Alors, je vais parler un tout petit peu de l'estuaire de la Gironde. Quand on parle de littoral dans la région aquitaine, il y a bien sûr le littoral océanique, mais vous avez ce littoral de l'estuaire de la Gironde, et vous avez en rouge les zones qui peuvent être touchées par le relèvement du niveau de la mer. Et ces zones sont non négligeables et recouvrent des domaines où on a des activités qui sont éventuellement sensibles. Vous avez ici la centrale nucléaire du Blayais et vous avez ici le château Margaux. C'est 2 types de choses à protéger qui sont un petit peu différentes. Vous avez aussi le fait que l'eau est un vecteur qui affecte l'estuaire lui-même. Il y a un bouchon vaseux qui se forme à l'extrémité de l'estuaire aujourd'hui. La Garonne est aussi porteuse de sédiments qui viennent ensuite couvrir la côte landaise, au sens large de la zone landaise. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont des systèmes qui sont génériques. Et ce dont on pense, c'est que si on veut vraiment gérer un domaine comme celui-ci, on va être obligé de le gérer de manière complète, solidaire. On ne peut pas gérer cela en silo. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des chapitres de rapports. Alors ça, c'est le premier rapport. On peut citer quelques noms de gens qui ont joué un rôle très important. Francis Grosset, Antoine Kremer, enfin, tous les noms qui sont là, en fait. Donc, je reviendrai je laisse le temps de regarder s'il y a des noms qui vous parlent. Et puis, ici, c'est le deuxième rapport. Il y a eu, là, j'ai pas mis les noms, mais j'en citerai certains.
les chapitres du deuxième rapport, on a essayé de faire une mise à jour sur des problèmes, vous voyez, du climat global au local, la modification du littoral, la pêche, l'agriculture, la montagne, les forêts. Tout ça, on avait traité dans le premier rapport, les risques sanitaires, la responsabilité en eau. On y est revenu pour différentes raisons, j'en citerai quelques-unes. Et puis des nouveaux thèmes, la mémoire, l'énergie, les droits de l'environnement. Donc c'est tous ces thèmes-là qu'on a cherché à adapter, à regarder. Alors je vais donner quelques exemples. C'est très difficile dans un temps réduit de revenir thème après thème, mais je vais donner quelques exemples de ce qu'on a pu traiter. Alors, premier exemple, c'est surtout tiré du premier rapport, c'est la montagne. On est près des montagnes pyrénéennes ici. Donc vous avez un rapport qui a été fait pour les deux versions par Franck D'Amico. Alors Franck D'Amico qui est un enseignant à l'université de Pau et des Pays de la Loire, des Pays de l'Adour, pardon. Donc, ce qui est très fort dans la région de la montagne, c'est d'abord il y a à préserver une biodiversité qui est unique, qui va être affectée par le relèvement des zones, des niches écologiques avec la chaleur, enfin l'élévation physique. Et puis, vous avez aussi un changement de contexte en termes d'activité qui va être très fort. Bon, il y a à la fois l'hydroélectricité, est-ce qu'elle peut être affectée? Jusqu'à quel point elle peut être affectée? Le pastoralisme décroît pour d'autres raisons, mais ça veut dire aussi qu'il y a un changement de la montagne qui est très sensible par rapport à ça. Et puis, vous avez aussi tout le tourisme qui se fait sur la neige et sur le ski. Donc, c'est des activités qui toutes sont affectées par le changement climatique. Alors, Franck a fait ce premier rapport. Il a voulu faire un deuxième chapitre. Il a d'ailleurs insisté pour ne pas se mélanger avec le Limousin quand il a fait ce deuxième chapitre. Et donc, il y a deux chapitres spécifiques maintenant pour la montagne pyrénéenne et pour alors on est obligé de transiger. On a quand même mis montagne, limousine, mais et avec tout le respect qu'on doit. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ce qui fait la spécificité de ces domaines, c'est le type de suivi. Ce que Franck D'Amico reproche beaucoup à la situation actuelle des Pyrénées, c'est le manque de scénario. Qu'est-ce que ça peut devenir dans le futur? Où est-ce qu'on veut amener ces montagnes? Comment on va les gérer? Donc il y a un manque de scénario, et je pense que d'un rapport à l'autre, on n'a pas vu ces scénarios se faire. Nos amis limousins, eux, sont confrontés à la désertification, à une certaine pauvreté qui menace leur région, qui sont aussi assez enclavés au niveau des problèmes de circulation, de déplacement, et donc c'est d'autres problèmes. Donc la montagne, il y a un rapport là qui est important, vous pouvez lire, qui est assez fort et étayé sur ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. L'eau, c'est aussi quelque chose qui est important par rapport à la région ici. Donc, le premier rapport était en 3 parties, signé respectivement de Alain Dupuis, Henri de Chéber et Denis Salle. Il y avait 3 domaines aussi, les eaux fluviales, les eaux de surface et les eaux profondes. Et l'idée de ce nouveau rapport, c'est de se dire finalement, l'eau, elle doit être gérée comme une ressource commune, et c'est la disponibilité de cette ressource commune qui doit déterminer en fait le lien avec l'agriculture. On a dit tout à l'heure, on a une évolution qui fait que les étiages sont très marqués, donc il y a moins d'eau en été. Il y a une demande très forte pour faire des barrages qui permettraient à l'eau de l'hiver d'être utilisable en été, mais qui abîmerait aussi des paysages avec souvent des biodiversités qui est devenue rare dans ces zones humides. L'idée qui est mise en avant dans le chapitre, c'est bon, à terme, en tout cas, on doit avoir quelque chose qui va de la ressource aux usages et pas dans le sens contraire. Et il y a certainement des filières agricoles disponibles qui permettent de faire cela. Voilà, donc je vais pas revenir dans le détail. On a fait dans le deuxième rapport un chapitre sur l'énergie. Alors, qui est un chapitre qui a été fait par Michel Combarnous. Alors, je le cite, ça a été un président de l'Université de Bordeaux, c'est quelqu'un qui était à l'Académie des sciences, à l'Académie des technologies, qui a beaucoup lutté pour faire ce rapport. Il m'a dit, je pense que c'est mon dernier travail, c'est trop fatigant, c'est trop difficile.
Et c'est vrai que c'est difficile de trouver les données, d'essayer de mettre des rationalités plus locales à l'usage de l'énergie. Donc, il a fait ce travail et malheureusement, il est décédé avant la présentation du rapport. Pas à cause de ça, hein, mais avant la présentation du rapport à La Rochelle. Mais donc voilà, donc on a toujours une pensée pour lui quand on signale ce chapitre. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup donné de son temps pour ce chapitre qui était très difficile à faire. Et c'est un chapitre où on essaie justement de regarder le mix énergétique régional et ce que peut devenir une approche régionale de l'énergie qui soit cohérente avec l'adaptation. Voilà, la pêche. Alors, la pêche, c'est un exemple parce qu'on avait fait un premier rapport qui est un rapport de scientifique. C'est-à-dire, on avait un premier chapitre sur l'eau, on disait c'est très important l'eau, il faut faire plus de recherche. Et c'est un deuxième chapitre sur la montagne, c'est très important la montagne, il faut faire plus de recherche. Donc là, la deuxième fois, on a essayé de réfléchir différemment. Et parmi les premiers thèmes qu'on a fait un petit peu de brainstorming collectif, c'était la pêche et la conchyliculture. On a vu qu'il y a effectivement un problème qui se pose. Alors, conchyliculture, je ne vais pas trop en parler, mais pour la pêche, par exemple, les bancs de poissons remontent vers le nord. Et il faut d'abord des droits à pêcher, il faut des permis. Il faut savoir si la flotte, qui est une flotte peut-être de petits bateaux essentiellement, on veut la faire passer à des gros bateaux ou pas. Si on veut aussi essayer plutôt de se focaliser la pêche sur des espèces plus régionales, la vive, la mulet, des choses qui se consomment plus tellement. Et donc le rapport a pris une connotation assez différente du rapport précédent par les suggestions qu'il fait dans ces différents domaines. Donc je ne vais pas aller trop loin. C'est vrai aussi pour les territoires urbains. Alors là, on n'avait rien trouvé en fait en termes d'adaptation des territoires urbains au changement climatique dans le premier rapport. On avait fait vraiment tous les lieux sur la région bordelaise. On a fait tous les lieux. On est limité au domaine académique. On a essayé de faire un travail à partir des ressources universitaires ou des services de l'État. On n'a rien trouvé à ce moment-là d'un peu cohérent sur comment gérer l'urbanisme d'une ville qui sera soumise à des vagues de chaleur. Et là, maintenant, on trouve un peu plus de préoccupation sur la réalité des vagues de chaleur, le fait que ça va être croissant. Je crois, d'ailleurs, je profite pour faire une insiste, je crois qu'aujourd'hui, personne ne réalise le choc social que pourra représenter la continuation du réchauffement. Je pense qu'on s'habitue à l'idée que le réchauffement, c'est ce qu'on voit. En fait, un réchauffement qui va, dans quelques 1, 2, 3 décennies, être nettement plus marqué, ça voudra dire un choc social nécessairement très fort. Et c'est aussi un choc pour les territoires urbains, c'est un choc qui est un choc simplement physique. Alors, je pense que j'ai laissé la slide. Voilà, ça c'est quand on regarde l'agglomération bordelaise. Alors, je ne sais pas dire pour Pau, mais vous voyez ici la forme caractéristique du port de la Lune. Vous avez toute l'agglomération bordelaise sur le flanc ouest. Et en rouge, c'est une vague de température il y a 2 ans, en fin août. En rouge, on est des températures 33, 34, 35 degrés. En vert, on est plutôt à 28, 29. C'est ce que veut dire la densification de la ville. C'est des écarts de température qui, dans les vagues de chaleur, sont très importants. Si ces vagues de chaleur deviennent plus importantes, et on sait que dans les pronostics que Météo France a laissé filtrer, on parle de vagues de chaleur pouvant avoir des pics à 50 degrés. Donc, les conséquences seront aussi beaucoup plus importantes. On ne peut pas imaginer ne pas se préparer à des choses comme celle-là, qui sont des choses qui ressortent de toutes les études qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, alors les zones humides, voilà, c'est une des choses qui a été apportée de manière extrêmement forte par la Charente, le Poitou. Mais toutes les protections sur l'interface entre mer et continent, ce sont des zones humides qui sont à protéger, qui sont souvent à rétablir, parce qu'elles sont un petit peu... Bon, je ne prétends absolument pas être un connaisseur de cela. Ça m'a beaucoup intéressé en remettant en forme un petit peu cohérente les conclusions de lire cela. Il y a des choses qui sont éventuellement un petit peu... Les zones humides sont menacées par la chaleur. Hein. Si on a un petit peu d'eau et que ça chauffe, on l'a vu, ça peut évaporer. Mais elles sont aussi un lieu qui peut être un lieu d'interface, comme je l'ai dit, et qui peut protéger des territoires du relèvement du niveau de la mer et puis protéger
des espèces vivantes. Voilà. Il y a eu aussi un travail sur la santé. Alors là aussi, je ne suis pas spécialiste, mais qui a été beaucoup plus approfondi que dans le premier rapport. La santé est un des enjeux du changement climatique. Vous parlez des îlots de chaleur, mais il y a les maladies à vecteurs. Et en fait, il y a beaucoup de choses où le réchauffement climatique est un facteur en plus par rapport à des problèmes assez variés. Et on a fini aussi sur un chapitre qui est participation locale et citoyenne. Qu'est-ce qu'on fait? Appropriation citoyenne. Alors, bon, peut-être ça a une résonance par rapport à des choses qui se passent en ce moment, mais on pense vraiment que le territoire, c'est quelque chose qui permet d'appréhender les problèmes d'une manière différente. Et finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde ce qu'est le problème climatique aujourd'hui, on a au-dessus de nos têtes les gaz à effet de serre sont des gaz à effet de serre qui viennent d'ailleurs. Il y a 1,5% des gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes qui sont français, qui viennent de France. Et les autres viennent des États-Unis, de la Chine. On n'a pas la maîtrise de ce qui va se passer. Donc, ce qu'on peut faire quand on part du niveau citoyen, on doit quand même diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est très important, ça fait partie d'un enjeu planétaire, mondial, mais on peut le faire en fonction des particularités et des nécessités d'une région qui développe ce qui correspond à ces possibilités. Et quand on regarde ça de ce point de vue-là, finalement, une forme d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui passe par un bon diagnostic de ce qui se passe localement, c'est quelque chose qui a une force plus grande en termes de participation citoyenne. Et ça fait partie des enjeux qui sont soulignés, enfin qui sont aussi à la base de ce rapport. Alors ça fait partie donc des éléments qui sont d'autant plus importants qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça c'est un sondage que je montre de temps en temps, qui est fait par Daniel Bois de Sciences Po, qui dit la question, il y en a d'autres des questions, il y en a qui disent est-ce que c'est important le réchauffement climatique? 90%. Les gens ont peur maintenant du réchauffement climatique. Puis on leur dit c'est quoi, en quoi consiste selon vous l'effet de serre? Les gens qui savent que c'est des gaz à effet de serre, c'est 15% à peu près en moyenne. Ce qui veut dire que le phénomène de déconnexion entre ce qu'on accepte comme un raisonnement d'autorité et puis ce qu'on comprend au niveau des processus, au niveau de comment ça fonctionne, est extrêmement fort aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'on puisse imaginer qu'on va faire de toute une génération de Français, mais il faut faire ça à l'échelle du monde, des spécialistes de physique. Mais s'intéresser à ce qui se passe chez soi, je pense que c'est une manière de pénétrer les causalités, ce qui se passe de manière différente. Et en tout cas, nous, ce qui nous a toujours agréablement surpris, c'est que quand on a commencé à Climatera, on ne savait pas trop ce que ça aurait comme suite. Ça pourrait être juste un rapport qu'on aurait fini et puis qui dormirait sur un bureau à la faculté de Bordeaux. Et ça a été finalement beaucoup plus, justement à cause de cet intérêt local pour l'endroit où les gens vivent. Voilà. Alors, je vais finir maintenant. Le problème, c'est comment continuer. Et donc, ici, la troisième partie, elle est courte en termes de transparence. Je ne vais pas être trop long là-dessus. Mais effectivement, c'est un enjeu. On a fait un premier rapport, on a fait un deuxième rapport. On aimerait que les gens le lisent. Il y a dedans des préconisations, des solutions, des choses qui sont concrètes. On veut étendre le réseau. On a la région, Françoise Coutan, par exemple, qui est vice-présidente, et puis d'autres, beaucoup partout, utilisent cet outil. Voilà. Donc nous, on voudrait continuer à trouver de nouveaux outils de recherche, parce que finalement, ce qu'on a fait là, c'est des choses qui sont sur la base de papier, mais on pourrait imaginer avoir quelque chose comme une espèce de carte numérique de la santé environnementale de la région. Pour ça, il faut mélanger des bases de données. On n'est pas aujourd'hui en capacité, avec l'état d'interconnexion des bases de données, de se dire, quand il y a une sécheresse, que devient, par exemple, un batracien? Est-ce qu'il réagit à tel type de sécheresse ou à tel autre type de sécheresse? Ça, on a a priori toutes les capacités à faire ça, mais on n'a jamais été mandaté pour le faire à aucun niveau. Et donc, ce ne sont pas des choses qui se font. Donc, on peut essayer de se tourner vers ça. Des outils de médiation. On s'est rendu compte que beaucoup des questions qui venaient à nous, alors on a fait cette réunion est une
alors je ne sais plus, non, c'est 14 visites qu'on a faites dans différentes villes de la région. Moi, j'en ai pas fait autant, mais tous collectivement, c'est ce qui a été fait. Et puis Johanna, là, qui est là, elle les a toutes faites. Et voilà, on s'est rendu compte que les questionnements qui revenaient vers nous, c'est des questionnements qu'on ne s'était pas posés en tant que scientifiques. Donc il y a un intérêt aussi réciproque à venir écouter, à venir dans les villes et à venir écouter ce qui s'y passe, parce que finalement, c'est une information que l'on n'a pas facilement. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors merci bien. Donc on va avoir une présentation d'une initiative locale. C'est Mathilde Chaussecourt de l'institution Adour qui va nous la présenter. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est local à l'échelle quand même du bassin de l'Adour, donc c'est du gros local. Et puis ensuite, Mathilde restera, Hervé Le Treut remontera sur scène et on aura une séance de questions qui durera, je vous l'ai dit, le temps que vous avez des questions. Bonsoir, donc je suis Mathilde Chaussecourt, je suis chargée de mission à l'institution Adour. Effectivement, je vais vous présenter une démarche qui est un peu plus locale, qui est à une échelle hydrographique du bassin de l'Adour, donc je reviendrai un petit peu dessus après. Je vais commencer par vous présenter ce qu'est l'institution Adour, donc l'organisme pour lequel je travaille. C'est un établissement public territorial de bassin. Donc, on travaille à l'échelle de tout le bassin de l'Adour sur des problématiques de grands cycles de l'eau, donc sur des problématiques de risques fluviaux, sur les milieux naturels, sur des thématiques de biodiversité ou encore de la gestion intégrée. Et c'est aussi au sein des thématiques de gestion intégrée que vient s'ancrer l'étude Adour 2050. L'étude Adour 2050, elle a été lancée en 2016, portée par l'institution Adour en partenariat avec l'Agence de l'eau et les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L'objectif de cette étude, c'est d'essayer de comprendre et d'anticiper l'impact qu'a actuellement, mais surtout que va avoir le changement climatique, mais aussi les activités humaines sur la ressource en eau. Donc d'un point de vue quantitatif, qualitatif, état des milieux et risque inondation, mais aussi d'un point de vue socio-économique sur le bassin de l'Adour et des Côtiers Basques à l'horizon 2050. Donc pour vous resituer un peu le bassin de l'Adour et des Côtiers Basques, donc Pau, vous êtes ici sur le bassin de l'Adour. Donc on travaille vraiment à une échelle qui est la plus petite possible pour une étude sur le changement climatique en tant que tel, pour que ça ait une valeur scientifique. C'est une étude qui est construite par et pour les acteurs du territoire. On a un grand processus de concertation qui est mis en place sur cette étude, avec un comité de pilotage composé des élus qui sont décideurs pour cette étude. On a aussi un comité scientifique qui suit la démarche scientifique de l'étude, dont fait partie Xavier Arnaud de Sartre, qui est donc notre animateur de ce soir, en qualité de directeur de la recherche du CNRS. Et donc, je vais aujourd'hui vous présenter, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ça va être très rapide, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, c'est de vous présenter les grandes lignes d'une démarche qui est menée à une échelle plus locale, à laquelle vous pouvez assez facilement vous identifier. Donc comme l'a présenté Hervé Le Treut et comme on le voit ces dernières années, le changement climatique, on en a fait le constat. Et en plus de ce changement climatique, on a bien sûr d'autres pressions qui sont sur la ressource en eau, donc qui ont un impact sur la ressource en eau dans différentes dimensions. Donc on a des pressions au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, de l'aménagement du territoire. Toutes les activités du territoire vont avoir un impact sur la ressource en eau. Et donc on s'est posé la question de l'avenir de la ressource en eau quand on combine le changement climatique et les pressions humaines sur la ressource en eau.
Parce que bien sûr, derrière tout ça, il y a des enjeux. Il y a un enjeu de partage de la ressource, que ce soit pour l'eau potable, mais aussi pour l'agriculture, pour l'irrigation. Donc, il y a des enjeux pour les industries. Il y a aussi un enjeu pour les milieux aquatiques, les zones humides, donc tout ce qui va être biodiversité. Et il y a aussi un risque inondation assez important. Donc, c'est pour ça qu'on a développé l'étude Adour 2050 pour essayer de comprendre l'impact qu'aura le changement climatique à l'horizon 2050 et essayer de réfléchir tous ensemble à la façon de s'adapter à l'échelle du bassin de l'Adour et des Côtiers Basques et essayer de se prémunir contre ce qu'on va appeler la maladaptation. L'étude, elle se déroule en 3 phases. Actuellement, on est à la fin de la 2e phase et au début de la 3e phase. L'objectif de la première phase, ça a été de réaliser un état des lieux sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a réuni les acteurs du territoire au cours d'ateliers de concertation autour des 6 grandes thématiques qu'on traite sur l'étude Adour 2050, donc la gouvernance de l'eau, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'énergie et l'aménagement du territoire. Et donc on a réuni des professionnels de ces différentes thématiques et on leur a demandé de construire un scénario d'évolution de leurs activités à l'horizon 2050 si on continue sur la tendance actuelle. Donc si on n'impose pas de rupture par rapport aux activités qu'on mène actuellement. On a couplé ce scénario tendanciel à un scénario climatique qui a été retenu pour l'étude, que je vous présenterai un peu plus en détail juste après. Et donc, on a essayé de modéliser l'impact qu'aurait ce scénario tendanciel avec ce scénario climatique sur la ressource en eau et sur les activités socio-économiques du bassin de l'Adour et des Côtiers Basques. À partir de ce diagnostic, on est rentré dans une 2e phase de l'étude où on a de nouveau réuni les acteurs du territoire et on leur a demandé de construire des scénarios alternatifs. En gros, d'imposer des ruptures au niveau des pratiques, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'aménagement du territoire, de la gouvernance. Et donc, on s'est retrouvé avec 6 scénarios alternatifs et on a fait le même travail qu'en première phase, c'est-à-dire qu'on a couplé ces différents scénarios, donc chacun de ces scénarios, au scénario climatique pour modéliser l'impact que ça aurait à l'horizon 2050 sur la ressource en eau, du point de vue toujours quantitatif, qualitatif, impact sur les milieux et sur le risque d'inondation, et du point de vue socio-économique, afin de pouvoir comparer les différents scénarios les uns aux autres. Ne pas juste se retrouver avec des hypothèses d'évolution sans comprendre l'impact que ça aurait derrière sur notre territoire. Et du coup, à l'issue de cette 2e phase, l'objectif, ça a été de sélectionner quel futur le plus souhaitable on imaginait. Donc on a demandé aux acteurs du territoire leur opinion, qu'est-ce qu'eux, ils souhaitaient voir, quels étaient les scénarios qui leur parlaient le plus, qu'ils voulaient le plus voir arriver, et quels étaient bien sûr les scénarios qu'ils ne voulaient pas voir arriver, qu'est-ce qui était rédhibitoire pour eux. Et on a transmis ces messages au comité de pilotage, donc qui est composé des élus du bassin de l'Adour, qui est représentatif des différents territoires. Et les élus du bassin de l'Adour ont sélectionné 2 scénarios les plus souhaitables, 2 scénarios plutôt ambitieux, des scénarios d'évolution qui ont un impact positif sur la ressource en eau, mais aussi sur le contexte socio-économique à l'horizon 2050. La 3e phase de cette étude, l'objectif, ça va être de développer des pistes d'adaptation qui vont permettre de tendre vers ce futur le plus souhaitable qui aura été sélectionné. L'objectif, c'est pas de développer une stratégie d'adaptation qui soit fixe et uniforme sur tout le territoire. On a un territoire qui est quand même assez hétérogène entre mer et montagne avec une grande zone de plaine. On a des enjeux locaux qui sont particuliers, qui sont propres à chaque sous-bassin, à chaque territoire. Et donc l'objectif, ça va être de développer des pistes d'adaptation et que chaque instance, que ce soit les collectivités, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau de démarches opérationnelles, d'initiatives locales, donc à différentes échelles, l'objectif, ça sera que les porteurs de projets intègrent les pistes d'adaptation qui auront été développées dans leur démarche, puisque l'étude Adour 2050 en elle-même n'a pas de portée réglementaire. Donc l'objectif, ça va être que les territoires s'approprient
la démarche, s'approprient les pistes d'adaptation et comprennent l'intérêt pour leur territoire. Je vais vous présenter très rapidement le scénario climatique qui a été retenu pour l'étude. Donc on a retenu un scénario intermédiaire pour cette étude. Hervé Le Treut le présentait tout à l'heure sur un graphique. Les différents scénarios d'évolution climatique à l'horizon 2050, on a assez peu de disparité entre les scénarios qui sont optimistes, les scénarios pessimistes et les scénarios intermédiaires. À l'horizon 2100, on a plus d'inégalités entre les différents scénarios, mais là on se place à l'horizon 2050, donc avec un scénario intermédiaire qui nous prédit une augmentation de température de 1 à 1,5 degrés de plus en moyenne chaque jour, avec des canicules 2 fois plus fréquentes, notamment en zone de montagne. On s'attend aussi à un régime pluvieux différent par rapport à ce qu'on connaît actuellement, et on y arrive petit à petit. On peut le constater à l'échelle nationale ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on s'attend à autant de millimètres de pluie sur une année, mais à moins de jours de pluie par an, donc à des événements pluvieux beaucoup plus intenses, et donc forcément toutes les conséquences qui en découlent. On s'attend aussi, au niveau de l'enneigement, à une diminution de la hauteur et de la durée de l'enneigement, avec une quasi-disparition de la couverture neigeuse dans ce scénario en dessous de 1500 mètres, une diminution par 3 de la couverture neigeuse à 1800 mètres et par 2 à 2400 mètres. Donc forcément, ça a un impact pour plusieurs secteurs d'activité. Ça a un impact puisque la couverture neigeuse au moment de la fonte des neiges au début de l'étiage permet d'avoir cet effet tampon et de réalimenter les cours d'eau à la fin du printemps, au début de l'été. Mais ça a aussi bien sûr un impact économique pour les stations de ski, les stations de basse et moyenne altitude, dont le bas des pistes va pouvoir se situer vers 1500 mètres dans les Pyrénées. Ça a un impact réel pour leur économie. On s'attend aussi, à l'horizon 2050, dans ce scénario, à des étiages beaucoup plus longs et beaucoup plus sévères. Les étiages, c'est quoi ? C'est le niveau des plus basses eaux. En gros, c'est l'été, quand on a le moins d'eau dans les cours d'eau. Donc, on s'attend à des étiages plus longs. Donc, la période d'été, qui est la période pendant laquelle on a besoin le plus d'eau, on aura une période qui va s'allonger avec des débits plus faibles par rapport à ce qu'on connaît actuellement, jusqu'à moins 40% sur certaines zones du territoire par rapport à l'état actuel. Du coup, je vous ai présenté les grandes idées de l'étude ADOR 2050. L'objectif ce soir, c'était de présenter Acclimatera. On a décidé de vous présenter une démarche qui est faite à un niveau local. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette étude, vous pouvez aller sur le site de l'Institution ADOR. Il y a un onglet dédié pour l'étude ADOR 2050. Tous les rapports sont en ligne. Très prochainement, le rapport de phase 2 sera en ligne avec une synthèse pédagogique. Le rapport scientifique fait pas loin de 180 pages, donc c'est pas hyper digeste. Il y a une synthèse pédagogique qui permet de mieux comprendre les grandes idées de l'étude, qui sera dans le mois qui suit sur le site de l'Institution ADOR. Vous avez déjà le rapport de la première phase, et il y a une réunion publique qui est organisée en début d'année pour vous présenter plus précisément ce à quoi correspondent les 2 scénarios les plus souhaitables qui ont été sélectionnés pour le futur de notre territoire, et ce à quoi ça correspond, les impacts qu'il y a derrière. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et il y a vous pouvez aussi vous inscrire sur le site pour recevoir régulièrement les lettres d'information qui sont publiées pour tenir les acteurs du territoire au courant de l'avancée du projet. Merci beaucoup. Bon, merci. Donc, d'abord, je vais me présenter parce qu'on m'a fait remarquer que je ne m'étais pas présenté. Je suis Xavier Arnaud de Sartre, je suis directeur de recherche au CNRS, affecté à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je suis aussi président de l'association Écocène, qui est une association d'éducation à l'environnement. Je connais bien les
les initiatives qui ont été présentées là, puisque je suis en particulier au conseil scientifique du projet ADOR 2050. On a maintenant du temps de débat, donc Hervé, si tu peux revenir, Mathilde, tu peux t'asseoir. Je vous ai dit jusqu'à ce que vous vouliez, mais 2 éléments de contexte pour que vous décidiez jusqu'à quand vous voulez poser des questions. Petit 1, il y a un repas qui est servi. Il sera servi, il sera prêt pour 20h15. Et petit 2, j'ai dit à mes enfants d'arriver à 20h15, et ils mangent bien, mes enfants. Donc plus on met de temps à Paris 20h15, et moins nos chances de manger bien sont élevées. Mais on a du temps, et je vous invite à poser les questions que vous souhaitez. Normalement, il y a des micros circulants, un de chaque côté. La première question est toujours la plus dure. Donc celui qui a posé le premier la question aura droit d'aller avant mes enfants manger. C'est madame. Bonsoir. En fait, j'ai pas vraiment une question, mais je serais heureuse d'entendre un rebondissement sur ce que j'ai envie de dire. C'est une réaction, en fait. Moi, je suis là en tant que citoyenne. Je suis ni scientifique, ni politicienne. Mais je m'informe, je recherche, je croise les informations. Et ce soir, j'ai entendu 2 interventions très différentes. La première de Monsieur Bayrou et la deuxième, il y en a eu 3 en fait, mais j'entends la troisième, pour moi, rentre avec la seconde. Merci de votre authenticité, Monsieur Le Treut. Par contre, je regrette que Monsieur Bayrou ne soit pas là pour entendre ce que j'ai à dire. Je suis assez atterrée d'entendre les propositions qui sont faites en termes de croissance verte, développement durable, transition énergétique. Par rapport aux informations que moi j'ai, la transition aujourd'hui, elle est en échec. Et mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits, c'est absolument pas une solution. C'est mentir aux gens. Ou si jamais les politiques ne sont pas au courant de ça, ça m'inquiète aussi. Et je me dis, voilà, ça m'inquiète. Je suis surprise d'entendre encore des discours de ce genre. C'est des discours qu'on aurait pu entendre il y a plusieurs dizaines d'années, qui auraient été peut-être d'actualité. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, ils sont dépassés en fait. Et voilà, je suis curieuse de voir ce qui va nous être proposé demain comme solution pour le territoire. Voilà, je veux bien une réaction sur ça. Merci. Moi, je peux donner ma réaction. D'abord, voilà le petit. Je répondrai à la question après, mais je suis un très mauvais commercial. Alors, avant de me faire disputer, voilà, ça c'est le petit livre qu'on diffuse, qui est plus facile à lire que les gros. Et comme j'ai dit aussi qu'on voulait faire des réseaux, si vous voulez contacter, à Climatera, il y a un site www.climatera.fr. Et on est content d'être contacté et de répondre à ces contacts le mieux qu'on peut, même si on n'est pas très nombreux. Pour cette question, je crois qu'il y a deux domaines en fait que j'ai un peu séparés dans mon discours. C'est comment est-ce que on prend acte du fait qu'on est face à un réchauffement climatique qui nous est imposé d'ailleurs, c'est la posture qu'on peut avoir dans les territoires, et puis comment on se protège de cela. Et puis l'autre chose, c'est malgré tout, on ne peut pas laisser la planète se réchauffer indéfiniment. Les conséquences peuvent être très graves, sont déjà très graves. On sait qu'il y a des territoires qui aujourd'hui sont des territoires qui seront probablement inhabitables dans quelques décennies sur toute la zone intertropicale essentiellement, dans la zone arctique aussi, même s'il y a moins de population. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Aujourd'hui, on est rentré dans une phase qui n'est plus celle d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. C'est le premier transparent que j'ai essayé de montrer. Alors, est-ce qu'on peut réguler ça uniquement par des solutions non technologiques, par des comportements, par des... ça paraît aujourd'hui très difficile. C'est-à-dire que je l'ai essayé de le dire, on a une surface de planète réduite, on va devoir essayer d'alimenter la population, on va devoir essayer d'avoir des zones préservées pour la biodiversité. Ce qu'on va pouvoir faire, j'ai entendu parler d'hydrogène,
c'est des choses qui ont une empreinte sur les sols qui n'est pas négligeable. Donc l'espace géographique dont on dispose est pas utilisable plusieurs fois. Hein. On a vraiment qu'une planète. Donc tout ne sera pas possible. Alors comment est-ce qu'on définit le possible dans le futur? Je crois que ça c'est un débat qu'on n'a pas eu socialement, et c'est un gros problème parce que du coup il n'y a pas de consensus sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on peut faire, et sur les visions qu'on peut avoir du futur aujourd'hui par rapport au réchauffement de la planète. Moi, personnellement, je pense qu'on ne se passera pas d'un certain nombre de solutions technologiques. Et j'ajouterais que ce qui me fait peut-être peur, en fait, dans le système actuel, je dis qu'une grande partie des gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes vient d'autres pays. Il y a des pays où on est en train de travailler des solutions technologiques. On a l'occasion d'aller en Chine, d'aller aux États-Unis. On voit que les gens mettent énormément d'efforts, vont mettre énormément de brevets. Que va devenir la France, l'Europe, dans un monde qui sera peut-être un jour dominé par ces puissances-là? Ça me fait peur. Je pense qu'il faut être vigilant sur ce qu'on doit faire par rapport à la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit développer à Pau? Je pense qu'il faut que les Palois le disent. Mais je crois qu'on ne peut pas rester... Enfin, il y a des décisions à prendre sur comment est-ce qu'on arrive à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en restant cohérent par rapport à ce qu'on peut faire localement. Je crois que ce débat n'est pas présent actuellement. Il n'y a pas de vrai débat où on met les chiffres sur la table, on essaie de regarder ce qui est vraiment possible. Je crois que c'est un des manques majeurs qu'on a aujourd'hui dans toutes ces problématiques-là. Et voilà. Oui, pour rebondir un peu, il y a deux grandes familles en matière de lutte contre le changement climatique. Il y a une famille qui dit qu'il faut faire de l'innovation technologique, et en faisant de l'innovation technologique, on va créer des énergies qui vont devenir rentables et substituables aux gaz à effet de serre, enfin aux énergies qui produisent ces gaz à effet de serre. Et puis il y a une deuxième famille qui dit qu'il faut changer les comportements, aller dans la décroissance, etc., etc. Et ces deux familles sont, je pense que tu l'as dit, on n'échappera pas à l'une, on n'échappera pas à l'autre, d'autant que si nous, on change nos comportements, nous, on n'est que 1,5% des émissions en France, comme tu le disais, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout en idée de les changer. Donc l'innovation technologique pour amener des choses qui peuvent se substituer aux énergies fossiles, elle est absolument indispensable. Et ces deux familles sont évidemment opposées. Ce qu'on essaye de faire et de chercher, c'est quelque chose entre les deux, entre la solution technologique et la solution de changement de comportement. Et c'est l'avantage de ces plans à échelle territoriale, c'est qu'ils essayent d'inventer des solutions, enfin, d'incarner dans des territoires précis au plus près des habitants un mix entre la solution technologique et la solution en matière de comportement. Alors c'est vrai que M. Bayrou a particulièrement présenté les initiatives en matière de technologie. Il aime ça, et notre territoire est marqué par les technologies. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a. Mais le plan Action Climat de la ville de Pau ne porte pas que des solutions technologiques, il porte aussi des solutions à des initiatives, soutien aux initiatives citoyennes en matière de lutte contre le changement climatique. Et le débat que tu as appelé à l'échelle locale, donc il est important, et c'est ce qu'a fait Adour 2050. Ce serait bien que tu nous dises un mot, même si c'est pas sur l'énergie, mais c'est sur l'eau. Adour 2050 a mis les gens autour de la table, enfin les usagers de l'eau, pour leur dire qu'est-ce que vous voulez comme futur, voilà ce qui va se passer, qu'est-ce que vous voulez construire comme futur ensemble. Et je pense que tu n'as pas beaucoup parlé de la phase 2, mais ce serait important que tu dises un peu ce qui a été discuté. Oui, alors l'objectif de l'étude et de la phase 2 plus particulièrement, ça a été de réunir les acteurs du territoire au niveau de différents secteurs d'activité et de faire discuter ensemble ces secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on a... L'objectif, c'était de ne pas avoir chaque secteur d'activité qui évolue dans son coin et qui prend ses décisions qui vont pouvoir peut-être être opposées à certains autres secteurs d'activité. L'objectif, c'était de pouvoir réunir tous les acteurs du territoire qui n'ont pas forcément d'autres occasions de se rencontrer, de discuter autour d'un sujet qui les concerne tous. Et l'objectif était de trouver des solutions
commune, qui fasse consensus au maximum, et donc d'imaginer tous ensemble un futur qui puisse être souhaitable pour tous les secteurs d'activité au-delà de la ressource en eau. L'objectif de la création de scénarios d'évolution et de la sélection de scénarios les plus souhaitables, c'est que ce soit des scénarios qui soient bien sûr souhaitables pour la ressource en eau, mais que ce soit aussi des scénarios qui soient souhaitables socio-économiquement, mais surtout viables socio-économiquement parlant. Donc on ne peut pas développer un scénario qui soit tout beau, tout rose, avec on n'émet plus du tout de gaz à effet de serre, on arrête tout. On n'est pas dans une société qui va dans ce sens-là. Donc il faut réussir à développer des initiatives, développer des projets, développer tout ce qui peut être fait en réunissant les gens autour de la table, parce que si on le fait dans notre coin sans demander aux acteurs du territoire de participer, et que derrière on leur dit voilà, on a décidé que vous alliez faire ça, vous n'avez pas le choix, ça n'a aucun intérêt, ni pour nous ni pour eux. Donc l'objectif, c'était réellement de demander leur avis et de demander aux acteurs du territoire comment ils souhaitent évoluer et de quelle manière ils peuvent évoluer. Et quand on demande l'avis aux acteurs et qu'on essaie de les mettre d'accord, évidemment, le danger, c'est qu'on tombe d'accord sur le plus petit dénominateur commun. C'est ce qui se passe souvent. Et là, à Dour 2050, la restitution de la phase, donc, où ils ont essayé d'identifier le scénario le plus plausible, il y avait des scénarios qui étaient plus ou moins ambitieux. Et en particulier, je ne vais pas vous donner les noms parce qu'il y en avait 6, mais au terme de la discussion, et alors que certains acteurs étaient présents, en essayant quand même de pousser un scénario pas très ambitieux, en se disant moins ça change et mieux c'est, ce qui collectivement a été décidé, c'est le scénario le plus ambitieux qui a été retenu. Et ça vaut le coup quand même de le dire, que ces discussions à l'échelle des territoires, quand on met les bons acteurs et qu'on parle des bons enjeux, ben ça peut donner des solutions assez volontaire. Et demain, vous présenterez demain le scénario retenu ? Oui, c'est pas une question de toute façon. Oui, vous présenterez le scénario retenu. D'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Pierre Ruscassi et je participe au mouvement des Gilets jaunes. Donc, je voudrais avoir votre avis sur la revendication qui, au fond, a permis le développement de ce mouvement-là, c'est sur la taxe carbone, sur l'augmentation de la taxation qui doit prendre effet le 1er janvier. Parce que certains considèrent que cette taxe carbone aura un effet réel. Alors, peut-elle avoir un effet réel pour réduire à terme les émissions de gaz à effet de serre? Et puis d'autres considèrent, plutôt, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec cette seconde position, que l'effet est assez faible et qu'en revanche, il est plus difficile avec une taxe carbone, qui est une taxe sur la consommation, de motiver ou d'avoir l'approbation des usagers, des consommateurs. Et donc, c'est aussi un handicap pour favoriser la réduction de ces émissions. Alors, qu'en pensez-vous ? Je peux prendre ainsi. Oui, donc la taxe carbone, c'est effectivement d'abord une taxe. Donc une taxe, elle a son rôle de taxe, ça dépend de ce qu'on en fait après. Donc le caractère effectif ou pas de cette taxe, ça dépend de ce qu'on fait de l'argent qui est élevé par cette taxe. Donc là, je pense qu'effectivement, l'idée, ce que j'ai compris, mais je suis pas, c'était pas de faire retourner tout cet argent-là dans le domaine direct des transitions environnementales. Le deuxième point, c'est effectivement de modifier des usages progressivement, de rendre certains usages qui soient
qui sont effectivement pénalisants. Les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a aucun doute, c'est le problème majeur pour le climat. Donc d'arriver à avoir des usages qui soient différents. Moi, je crois que le problème de la taxe, c'est plutôt le problème de sa mise en œuvre. Comment est-ce qu'on peut faire une mise en œuvre qui soit juste et qui soit effectivement suffisamment juste pour pouvoir avoir un sens qui oriente vers des vrais changements d'usage. Je pense que c'est une taxe qui est injuste, qui touche des gens qui sont obligés de toute façon de prendre leur voiture sans pouvoir en changer. C'est quelque chose qui pose problème. Alors j'ai l'impression que tout le monde en a conscience, mais qu'on ne sait pas trop comment gérer cette situation-là. Au-delà, voilà, je pense que ce qui m'ennuierait beaucoup, c'est que sur un sujet comme celui-là, on arrive à discréditer. Donc je pense que le problème des ressources, de la pauvreté, des clivages sociaux, il est extrêmement important, extrêmement sensible. Je pense que le problème environnemental, il est aussi, j'essaie de le dire, quelque chose d'extrêmement important. Là, il y a une espèce d'achoppement négatif entre les deux qui est gênant parce que effectivement, ça peut discréditer beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention. Bon, je peux difficilement dire plus. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une sortie par rapport à cette crise, parce que, enfin, c'est plus qu'une crise. Maintenant, je pense que ça touche effectivement tout le problème plus large de la dimension sociale des politiques. Mais bon, si moi je me place en tant que climatologue, c'est un point qui devrait être technique et gérable, j'imagine, par rapport aux enjeux environnementaux. Max Roux, je suis ingénieur agronome et sylviculteur à l'occasion. Je voudrais attirer l'attention de l'assistance sur ce qui est en train de se passer au niveau national, européen et béarnais. On va nous faire un magnifique plan forêt-bois qui va mettre la forêt béarnaise en coupe réglée avec deux gros arguments qui sont d'une part la dynamisation de la production forestière, d'une part, et la biomasse. Or, Max, c'est des questions que tu as ou... Oui, j'ai le droit de m'exprimer quand même, vu que je vais demander à Hervé Le Treut pourquoi on n'a pas développé dans ses rapports les forêts et le bois. Si, il y a un grand chapitre sur la forêt et sur le bois. Je n'en ai pas parlé. On n'a pas parlé aujourd'hui. Voilà. Non, mais je voudrais alerter les gens et l'opinion sur le fait que ce qui se passe actuellement, c'est basé sur des erreurs scientifiques colossales qui sont: le bois et énergie est-il bon pour le climat? Il y a dans Nature Communication, 8 scientifiques européens ont dit que ça risque d'avoir un effet pervers sur le climat. D'autre part, l'enracinement ou le passage à l'eucalyptus, qui est probablement ce qui nous attend, des forêts béarnaises, ne va pas du tout lutter contre les réchauffements climatiques, puisque une étude que connaît bien, je pense, Hervé Le Treut, qui est l'étude NOTS de l'ISPL, l'Institut Simon Laplace, prouve qu'en 250 ans, l'enracinement progressif des forêts a augmenté la température. Donc, tout ça est très contradictoire avec ce qu'on veut nous faire avaler actuellement, qui est l'enracinement d'une part, ou le passage à l'eucalyptus, c'est-à-dire la dynamisation extrême de la forêt contre la biodiversité, il faut le savoir. Vous n'aurez plus de forêt béarnaise avec des champignons, des sous-bois, etc. Ça sera tout mis. Le projet prévoit de la mettre en coupe réglée, avec d'ailleurs l'action très influente de Xavier Arnaud de Sarthe, qui en est l'organisateur, sinon le promoteur, je tiens à le dire ici. Et ça, il va falloir se battre contre ça. Je vous incite à aller voir le film du Méliès, Le temps des forêts. Je crois que c'est demain soir à 20h. C'est remarquable pour montrer l'état où en est la forêt actuellement au niveau national, avec le risque même de disparition de l'ONF. Il y a des dépressions, des gens qui se suicident à l'ONF parce qu'on est en train de s'aborder la forêt publique et la forêt traditionnelle actuellement en France. Bonsoir. Moi, j'ai pas une question, mais c'est vraiment une remarque sur la question du mouvement de Gilets jaunes. Et moi, je ne suis pas française, donc j'ai pas un point de vue politique du tout. Mais j'ai trop travaillé sur la recherche scientifique et sur le sujet de changement climatique et surtout dans des milieux urbains.
Et les taxes, quand on élève des taxes, on appelle ça un financial incentive. Donc, c'est pour pousser les gens à penser à, quand on augmente les prix, on attend que la demande va être réduite. Donc, on pousse les gens à penser à utiliser des moyens de transport différents. Par exemple, le vélo, les bus, au lieu d'utiliser leur voiture. Et donc, par exemple, à Copenhague, le taxe sur les voitures est 180%. Et ce sont quelque chose qu'on fait dans plusieurs pays. Et c'est pour réduire la pression sur l'environnement, en fait. Donc, c'est juste une remarque. Je ne sais pas si c'est ça le cas en France, mais je pense que ça va affecter positivement l'environnement, pas sur, not on the short term, mais surtout on the long run. Et merci. Juste réagir par rapport à ça. Effectivement, c'est bien l'ambition d'une taxe, d'avoir cela. Simplement, il faut que, par exemple, les moyens de transport que vous citez existent. Donc, il y a ce type de préparation qui fait qu'il peut y avoir une bonne taxe, une mauvaise taxe, et voilà. Et donc, le diable est toujours dans les, entre guillemets, détails, et c'est un peu ce qui s'est passé là, je pense. Et puis. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Voilà ma question. C'est le décollage des avions. Les décollages des avions, les avions ils marchent au kérosène, et vous savez que le kérosène, il n'y a pas de taxe là-dessus. Quand vous allez à Roissy-Charles de Gaulle, c'est toutes les minutes qu'il y a un décollage. Et chaque décollage d'avion, c'est l'équivalent de 250 voitures pendant 48 heures. Et là, pourquoi on ne met pas de taxe carbone ? Merci. Non, mais moi je pense personnellement qu'il faudrait une taxe. Moi, je peux dire des choses comme ça. Voilà. Oui, bonsoir. C'est bon, cette fois-ci ? Moi, je suis assez navré par la teneur du débat. On vient présenter des choses qui vont... Je ne sais pas, moi, quand j'entends monsieur faire ses discours, être applaudi, faire le tribun, quand j'entends oui, mais est-ce que les panneaux solaires, c'est quelque chose de vraiment positif? Est-ce qu'on va vraiment aller quelque part? Je lisais récemment un article sur le site de France Inter qui parlait des biais cognitifs et le manque, les difficultés qu'on a à vraiment appréhender le changement climatique et également la réaction de défense qu'on a face à l'agression qu'est l'angoisse du changement climatique. Je pense que ce qu'on vient de voir ici, les réponses, les questions qui ont été posées, qui ne sont pas des questions, qui sont des remarques, si ce n'est plus, montrent bien que le débat a encore doit encore avancer et que des événements comme ça devraient être organisés plus souvent pour accompagner tout ça. Juste une petite remarque en réponse à cette remarque, c'est qu'effectivement, on a toujours une forme inconsciente de déni par rapport à ce qui nous est proposé. On voit qu'il y a eu, par rapport au réchauffement climatique, une première phase où on ne voyait pas, c'était des calculs de modèles. Et donc, ça a quand même amené à des choses comme le sommet de la Terre de Rio. Il y a eu des initiatives, mais ça ne s'est pas beaucoup incarné. Il y avait très peu de presse, très peu de... À partir du moment où on a vu un réchauffement un peu plus fort, un peu plus marqué, qui correspondait à ce qui avait été anticipé par les modèles, ça a changé. Et on voit aujourd'hui que même s'il y a des débats qui ne sont pas toujours encore consensuels, cohérents, etc., il y a des opinions très divergentes, il y a quand même... on en parle, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai dit, inévitablement, dans les
10-20 prochaines années, le réchauffement va prendre une autre tournure, il va être beaucoup plus marqué. Et on a du mal à assimiler ces choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne veut pas croire. Vous parlez de déni, je suis tout à fait d'accord, il y a une espèce de déni inconscient. Et c'est très fort, même chez nous, chez les scientifiques. J'ai un camarade, mon camarade qui a une maison dans la forêt dans l'ouest de Paris, et qui a voulu se protéger. Alors il a fait une petite protection contre des inondations en se faisant comme d'habitude, comme ses voisins. Puis première inondation, ça a été une inondation jamais vue. Et puis elle est passée par-dessus et elle a inondé tout son rez-de-chaussée. Il me disait quand même, c'est bête. Ça fait des années que je dis à mes étudiants qu'il faut s'attendre à des choses qui seront différentes de celles qui vont se passer. Première chose que je fais pour essayer d'adapter ma maison, finalement, je me fais prendre moi-même à ça. On a tous du mal à croire sans voir. On a tous du mal à se protéger. Et le problème des gaz à effet de serre, il est vraiment difficile à cause de ça, parce que les gaz à effet de serre, ils sont transparents, ils cheminent lentement, ils se cumulent dans l'atmosphère. Ils ont un effet qui est lié à leur cumul pendant des décennies. Et on a énormément de mal, effectivement, à faire prendre conscience de plusieurs choses. D'abord que ça a changé, on en a émis beaucoup maintenant, il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Et puis d'autre part, du fait que on n'arrivera pas à l'enlever, il est là. Donc voilà, je crois qu'il y a une vraie difficulté par rapport à ces enjeux-là. C'est pour ça que je pense qu'arriver à les contourner en passant par l'échelle régionale, par l'affection qu'on peut avoir pour certains paysages, moi je pense que ça peut être une manière qui peut donner plus d'allant que dans les débats qu'on a actuellement au niveau strictement rationnel et nationaux. Je vais juste compléter. Effectivement, des événements comme celui-ci sont déjà organisés de plus en plus souvent. Le problème, c'est de réussir à toucher un public qui n'est pas déjà initié. Je pense que dans cette salle, vous êtes tous plus ou moins déjà sensibilisés au problème du changement climatique, et c'est aussi pour ça que vous venez d'autant plus vous informer sur le sujet. L'objectif aussi, c'est de ne pas... on lit souvent dans les médias notamment des sujets qui montrent le changement climatique, qui dramatisent énormément les choses, qui ne proposent pas de solution. Et c'est aussi l'objet de conférences comme ce soir, où Hervé Le Treut vous montre d'autant plus la réalité scientifique, les faits scientifiques pour vous donner des éléments de compréhension. Et c'est l'objectif aussi des études comme à Climatera et comme à Dour 2050, de ne pas juste exposer les faits, mais aussi d'aller un peu plus loin et de proposer des solutions, d'essayer de montrer qu'on peut quand même faire quelque chose, on peut quand même réussir à faire en sorte que nos territoires soient des territoires qui soient résilients et qui puissent s'adapter. Donc, effectivement, il y a un énorme effort de communication qui est à faire et qui restera à faire sur du long terme. Mais c'est par énormément de biais, par le fait de réussir à parler avec son voisin du fait qu'il y a une étude ou une soirée débat qui est organisée, et de mobiliser le plus de gens possible. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le monde des solutions au changement climatique, il y a le monde des solutions technologiques, le monde des solutions décroissantes, qui sont deux mondes qui communiquent assez peu, ce qu'on essaie de construire au milieu. Puis après, il y a les outils pour amener à ces solutions. Parmi les outils, il y a la taxe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la taxe, elle a le but d'augmenter le prix d'un produit pour amener une substitution par un autre produit. Il y a la conscientisation, c'est-à-dire expliquer quel est le problème pour amener à des prises de conscience et à des changements de comportement. Mais il y a aussi le problème du débat et de la définition de la politique, qui seront capables d'aller vers un des deux mondes ou vers un truc entre les deux mondes. Et les enjeux de ces débats-là, les enjeux de la Climatera, les enjeux de Adour 2050, c'est de construire ce monde des solutions et de construire le monde des solutions politiques, qui quand même avance plus qu'on ne le pense, hein. C'est-à-dire que ça bouge quand même plus qu'on ne le croit. Je pense qu'il faut encore 2 questions, et puis ensuite on ira. Oui, bonjour, Philippe Glorieux, citoyen, mais aussi militant Europe Écologie Les Verts.
Donc merci d'abord pour cette soirée, même si j'apprends pas grand-chose, mais j'aimerais bien tout de même poser une question pour Madame Chaussecourt, Adour 2050. Juste une chose, oui, en effet, je pense que les solutions, je ne sais pas si elles existent, en tout cas, on va dans le mur. Ça, donc c'est plus une préparation qu'il faut se faire, et je pense que on peut travailler sur la collapsologie heureuse, pourquoi pas. C'est une façon aussi de changer de paradigme, ce qui va nous arriver, à mon avis, et il faudra en parler. Mais juste pour revenir dans le local, puisqu'on parlait de scénarios admissibles, souhaitables, j'ai entendu, il me semble, quid alors, par exemple, d'une ferme de 17 000 porcs, quid aussi du maïs, de cette monoculture qui prend énormément de ressources en eau. Et est-ce que alors vous avez dit en effet que vous n'étiez pas légitime au niveau réglementaire, mais vous pouvez peut-être donner des avis et diffuser ces avis, entre autres aux commissaires enquêteurs sur ces problèmes-là. Donc j'aimerais bien avoir votre réponse. Merci. Alors, je vais pas vous donner mon avis à moi, parce que ça n'a pas d'intérêt ici. Je vais vous donner quelques éléments de réponse justement de l'étude et des éléments de réponse qui sont issus des scénarios qui ont été sélectionnés par du coup les élus du territoire et qui seront portés collectivement. Au niveau de l'agriculture, effectivement, l'objectif, c'est d'essayer de retourner à une agriculture qui soit moins dépendante de la ressource en eau. On a des territoires qui sont, mais parce que le contexte des dernières années l'a emmené comme ça, on a des territoires qui sont très dépendants d'une eau d'irrigation. On a un territoire qui est très agricole en soi. L'objectif, c'est de réussir à accompagner les agriculteurs dans une transition pour essayer de développer une agriculture qui soit plus écologiquement intensive. C'est un joli terme, mais l'objectif, c'est d'avoir une production qui soit plus locale, moins consommatrice en eau, d'essayer de retravailler les sols. On sait que les sols sur le territoire sont de plus en plus pauvres en matière organique, sont de plus en plus perméables. On a vraiment de plus en plus imperméables, pardon. On a des sols qui ne stockent plus l'eau avec de la perte de sol. Donc l'objectif, c'est de redonner toute sa dimension au travail agricole, de réussir à redonner confiance en l'agriculteur, dans le modèle agricole et dans la poursuite socio-économiquement viable de son activité, mais aussi redonner confiance aux consommateurs pour une consommation plus locale, et du coup avoir cet effet qui permette à l'agriculture de retrouver un second souffle, et donc de développer des techniques différentes. On essaye de développer, par exemple, des projets de réutilisation d'eau usée traitée, de favoriser éviter le travail des sols avec le labour, des choses comme ça qui font qu'on a des sols qui sont très compacts, qui ne captent pas l'eau, et donc essayer d'avoir des sols qui infiltrent vraiment, avec des techniques d'irrigation différentes qui sont moins consommatrices. Donc effectivement, on a énormément de travail sur le territoire, mais la volonté politique, donc la volonté des élus du territoire, a été, comme le rappelait Xavier Arnaud de Sartre tout à l'heure, la volonté politique a été d'aller sur des scénarios plutôt ambitieux, qui montrent une réelle transition des activités, que ce soit au niveau de l'agriculture, comme vous le souleviez, mais aussi au niveau du tourisme, au niveau de l'aménagement du territoire. Et donc l'objectif, ça va être de réunir tout le monde et de trouver des solutions pour qu'on n'ait plus effectivement un modèle avec une grande partie du territoire qui soit dédiée à la production de maïs, donc avec des productions qui soient diversifiées pour répondre et aux aléas climatiques et aussi aux fluctuations du marché, qui puissent répondre à une demande locale et essayer de revenir à l'essentiel du métier. Okay, bonjour, je suis étudiante à l'Université de Pau
Et j'ai une question par rapport à... Bon, c'est une question plutôt avec un constat, on va dire. Là, c'est un rapport qui a été donné par la Banque mondiale et leurs conseillers environnementaux de 2011. Bon, elle date un peu la publication. Mais par rapport au que 51% des gaz à effet de serre sont dus à l'élevage, donc une grande partie, donc c'est le méthane. Est-ce que, et on sait tous que le méthane, bon, c'est les ruminants, et en grande partie dans notre territoire, c'est le bétail, donc les vaches, et aussi les moutons, mais en grande partie les vaches. Donc, est-ce que, ma question, c'est, au niveau de notre territoire ici, est-ce qu'il y a des démarches pour justement lutter contre parce que ça contribue énormément au changement climatique. Est-ce qu'il y a des démarches au niveau du territoire pour lutter contre ça et pour changer nos habitudes, peut-être justement écossaines, peut-être qui essayent de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et je pose une autre grande question, c'est pour le repas qu'on a après, qu'est-ce qu'on va manger? Voilà, ça va être intéressant. Ouais. Ouais, je voulais juste dire que les chiffres sont pas exactement ceux-là. Il y a effectivement une importance réelle d'un certain type d'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre. Mais le méthane au total, c'est plutôt de l'ordre de 20-30% des émissions, mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a beaucoup d'autres choses, il y a les déchetteries, il y a tout ce qui s'échappe en fait des puits des endroits où on fabrique du shale gaz, par exemple. Shale gaz, c'est du méthane qui s'échappe. Donc, dans le méthane qu'on voit aujourd'hui arriver dans l'atmosphère, il y a quand même des origines assez diverses. Donc, c'est important. Et ce que je veux dire par là, c'est que certainement, une alimentation différente, une agriculture différente font partie des solutions, mais les ériger en solution unique du problème, ce qui est quelquefois ce qui arrive, là, c'est quelque chose qui est dangereux parce que les émissions qui sont faites par les avions, par les bateaux, par les voitures, par les transports, par le chauffage, sont globalement plutôt plus importantes et sont aussi, il faudra amener tout à zéro si on veut rester dans des systèmes qui soient ce qu'on considère comme sûrs au niveau des émissions futures. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que par rapport au débat, je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit en termes d'état d'âme, de collapsologie heureuse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, je ressens très fortement, parce que je fais des exposés à droite, à gauche quand même, le fait que, d'une certaine manière, il y a un message qui est passé. Le changement climatique, c'est une menace. Et ce message, quand on fait les enquêtes, je l'ai dit tout à l'heure, il est reçu partout et il est intégré partout. Et c'est vu comme un facteur de stress, je pense, assez fortement maintenant. Et ce qui se passe et qui induit des réactions qui sont... c'est que à ce stress, on n'offre pas de débouchés. Alors je ne dis pas ça, là, ce que vous disiez sur les attitudes comportementales, c'est les débouchés. Mais par rapport à la réalité de ce qui nous arrive quand même, c'est-à-dire on a des gaz à effet de serre qui augmentent, qui viennent d'ailleurs, qui vont changer le climat, je crois qu'on doit quand même offrir autre chose qu'un discours qui est un petit peu un discours alibi. On ne va pas se débarrasser des gaz à effet de serre chinois comme ça. Il faut des solutions. Donc, moi, j'ai du mal à cette espèce de discours de matraquage de la réalité d'une catastrophe imminente si on n'offre pas en même temps des solutions qui sont à la mesure de cette catastrophe. Voilà, moi, je ne sais pas exactement comment il faut faire, c'est un problème de débat entre moi et moi aussi, mais je crois que le nœud du problème, il est là, parce qu'il y a beaucoup de gens que ces problèmes-là arrivent à stresser véritablement très fort. Il y a Dominique Leglu, qui est responsable du journal Science et Avenir, me disait que si elle voulait assurer une diminution des ventes de son journal, il suffisait de mettre en première page le changement climatique, parce que ça gère un certain stress et que les gens ne l'achètent pas. Donc il faut faire attention à ces éléments-là aussi.
Et juste, le monde des solutions est multidimensionnel et effectivement, on a beaucoup parlé d'énergie, mais effectivement, l'alimentation, la transition alimentaire fait partie du monde des solutions. Et voilà. Après, qu'est-ce qui est fait localement? Quelles compétences a localement les collectivités pour agir sur l'agriculture? Elles sont assez faibles, mais elles ont en particulier une compétence sur les cantines qu'elles jouent, avec la proposition de repas végétariens, des repas locaux, etc. Mais c'est pas, la transition alimentaire ne viendra pas d'une action des mairies ou des collectivités. Voilà. Et Ecosen joue son rôle, hein, qui est de conscientisation et d'éducation à l'environnement. Mais c'est pas... Le monde, il vient des émissions de gaz à effet de serre, aussi des Chinois. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à ce que nous, on est capable de faire, mais il n'y a absolument pas que ce que nous, qu'on est capable de faire qui changera le changement climatique. Et pour ce qui est à manger ce soir, on prend la dernière question et on voit. Oui, on a un petit peu parlé il y a une dizaine d'années du peak oil, voilà, de ce moment où les réserves gaz, pétrole commenceraient à diminuer. On n'en entend plus beaucoup parler, enfin moi en tout cas je n'en entends pas parler. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de ce qui reste comme ressources fossiles dans le ventre de la Terre, gaz, pétrole? Une idée approximative. Pour combien de temps, à l'allure où nous allons, nous en avons, de façon à ce qu'on puisse avoir cette date butoir qui nous oblige à trouver des solutions alternatives plus vite, ou peut-être à aller aussi vers un petit peu de la sobriété, parce que la sobriété, c'est la punition et on n'en parle jamais. Voilà, si on avait... eh bien, on en a pour 50 ans, on en a pour 100 ans, à peu près. Donc, dépêchons-nous de transformer les choses. Est-ce qu'il y a des données là-dessus, parce qu'on n'en parle plus jamais? Je veux dire un mot, je ne suis pas un spécialiste de ces domaines-là, mais j'ai écouté régulièrement des exposés d'un collègue, là, tous les ans, dans une réunion, qui essayait de m'expliquer ça. C'est assez compliqué, en fait. Ce qu'on appelle peak oil, c'est le pic d'un certain type de pétrole, celui qu'on pense être en mesure d'exploiter à un moment donné. Les réserves calculées, c'est aussi quelque chose qui est dépendant de la... Il y a des fonds qui sont nationaux, il y a des compagnies qui sont nationales, il y a des compagnies qui sont privées. Les règles sont pas les mêmes pour publier ses actifs et ses ressources. Donc, les chiffres de peak oil ont toujours été des choses qui ont quand même un caractère un petit peu conventionnel, c'est-à-dire à un moment donné, on définit un petit peu ce qui est le pétrole qu'on peut penser exploiter et quelle est la quantité qui reste. Alors donc ça a un peu évolué. Je pense que il y a toujours un peak oil. On ne sait pas si on met le shale gas dedans, si on met il y a beaucoup de choses un petit peu si on met. Enfin, c'est pas tout à fait ou tout ce qui est bitumineux. Enfin, il y a des pétroles non conventionnels. Bon, tout ça fait qu'en fait, aujourd'hui, ça s'est un peu décalé, hein, ce peak oil. Et comme ça s'est décalé, maintenant, on est au-delà de ce qui est suffisant. On a vu il y en a des problèmes dans les prochaines décennies. Le peak oil, il fera rien. Donc l'idée que le peak oil pouvait vraiment interférer avec nos politiques environnementales, il s'est éloigné tout simplement parce qu'on est aussi confronté, on a mis beaucoup de gaz à effet de serre, on est confronté à un problème immédiat. Peak oil, c'est reculé dans le temps. Voilà, les publications là-dessus, elles sont plutôt à dire ce qui importe, c'est pas combien de pétrole il reste, c'est que du pétrole connu, il y en a trop par rapport à ce que l'on peut dégager pour limiter le changement de serre, le changement climatique à 2 degrés. Donc en gros, si tu veux les chiffres, pour 2 degrés, on peut utiliser à peu près 50% du gaz connu, 20% du charbon connu et 80% du pétrole connu. C'est à peu près ça, mais tu vois, on calcule par rapport à ce qu'on connaît, combien on peut utiliser pour tenir à 2 degrés. Si on compte sur le peak oil, comme vient de le dire Hervé, hein, si on compte sur le peak oil pour nous faire arrêter de consommer, c'est mort. On est à 4 degrés de changement facile. Voilà, on va terminer. Donc merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup de votre participation. Et merci de vos applaudissements. Demain, donc, on continue avec une journée d'études de 9h à 17h, ici, avec un programme qui, le matin, parlera des prospectives et reviendra sur les prospectives, et l'après-midi sur les solutions.